Tofangui est un écrivain ivoirien, cadre supérieur dans une institution internationale. Il est passionné d'écriture et est actuellement auteur de 7 ouvrages littéraires, dont des romans, des nouvelles et des recueils de poèmes. Aujourd'hui, avec son livre Sur l'autel des ambitions, Guy Tofangui fait face aux jeunes lecteurs des cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle édition de Livre ouvert, l'émission qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur nos littérateurs. Aujourd'hui, avec les élèves du cours Sainte-Marie de Anne, nous accueillons un grand homme, M. Guy Tofangui, afin de travailler son œuvre et de lui poser des questions par la même occasion. Car, comme le dit Didier Erasme, le plus doux fruit du savoir, c'est de l'apprendre. Donc, M. Guy Tofangui, chers élèves, bienvenue. Humiliés et dépouillés d'une partie de leurs biens, les Touré furent sommés de rebrousser chemin. Les personnes qui eurent le malheur de tomber sur ce dernier barrage des mutins subirent presque le même sort. Fort heureusement, certains déplacés connaissaient bien les territoires villageois. Ils suggérèrent alors des sentiers en pleine forêt qui permettaient de contourner le dernier poste des assaillants et de sortir directement en zone contrôlée par le gouvernement, puisqu'il n'était plus question de retourner à Mans. Après ce qu'il avait vécu, Félix choisit de poursuivre la fuite vers un lieu plus sécurisé, même s'il fallut pour cela traverser la forêt sauvage. La file des déplacés fuyant les bruits des bottes et les crépitements des armes s'allongeait dans la forêt dense. Les amis ou collègues qui se retrouvaient dans la fuite échangèrent quelques blagues dans le but de détendre l'atmosphère. Les personnes qui se rencontraient pour la première fois sympathisaient. Ils discutaient des affres de la guerre. Tous posaient les mêmes questions. Qui aurait imaginé des années auparavant que ce pays connaîtrait la guerre? Où étaient passés l'humour et la tolérance jadis si naturels aux Ivoiriens? Comment la haine et la violence avaient-elles progressivement pris place dans les cœurs? Comment pouvait-on s'entretuer entre frères et sœurs d'une même nation? Pourquoi nous font-ils cela? Quel crime avons-nous commis? Pourquoi, à Mans, le chef rebelle t'a frappé impunément sous les yeux de tes enfants? Pourquoi, à Abidjan, le jeune militaire a bousculé maman, t'a assommé d'un coup de tête sans aucune crainte? Pourquoi ont-ils abattu de sang-froid le jeune étudiant? Pourquoi n'ont-ils pas eu besoin d'un mandat pour arrêter et emporter mon frère? C'est simplement parce qu'ils ont des armes. Oui, avec les armes, ils peuvent tout se permettre. Ils ont le dernier mot. Celui qui a les armes est le plus fort. Il se joue impunément de la vie d'autrui. J'en conclus que l'arme, c'est le pouvoir. C'est aussi la liberté. Avec mon ami, nous avons, après réflexion, choisi le pouvoir. Nous avons choisi d'être libres plutôt que de vivre la peur au ventre, dans la crainte permanente d'une rafle ou d'un assassinat. Désormais, je suis un combattant. Plus personne ne se foutra de moi. Plus personne ne touchera un membre de ma famille sans représailles. Quel que soit son bord, si je suis tué au front, je serai mort en m'étant battu pour vivre, mais pas en me faisant passivement massacrer comme un mouton. Avec du recul, je pense que c'est toi qui avais raison quand tu hésitais à quitter la ville de Mans. Nous aurions dû y rester et faire simplement allégeance au plus fort du moment. Il y a eu bien de personnes qui en vivent actuellement en toute quiétude. Ici, nous avons été accueillis à bras ouverts par nos frères d'armes. Paradoxalement, nous sentons maintenant en sécurité. C'est pour vous protéger que je ne peux pas vous appeler, car vos téléphones sont sûrement mis en écoute. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je vous enverrai des nouvelles. Ton fils, Rodrigue Wangili Touré. Les jeunes filles se prirent dans les bras pour pleurer ensemble. Miala n'en revenait pas. Elle réalisa comment la vie pourrait basculer aussi radicalement pour les humains, d'un jour à l'autre. Qui aurait imaginé que la fille de M. Grégoire Atsé, l'un des hommes les plus riches, les plus fiers et les plus respectés de Mans, serait contrainte à la prostitution pour vivre, se demanda-t-elle. En y réfléchissant, ses larmes coulèrent de plus belle. Quant à Eva, elle sanglotait maintenant, mais voulut absolument poursuivre son récit comme pour se libérer d'un dernier fardeau. Miala, ce n'est pas fini. Quand mon père a appris que je fréquentais la rue Princesse, il n'a pas supporté et il s'est tiré une balle dans la tête avec l'arme de son cousin. Oh non, s'écria Miala, ton père est mort. Oui,
Mon père est mort par ma faute. Tout le monde m'accuse, tout le monde me rejette. Aujourd'hui, je vis seul dans une baraque que je loue à Atiekoubé. Je ne sais plus que faire. Parfois, je ne veux plus vivre. J'ai envie que tout s'arrête. Je suis malheureuse. La vie est trop dure pour moi. Eva pleura sans cesse, mais Allah la serre encore plus fort contre elle. Elle fit du mieux possible, murmurant des paroles à l'oreille de son ami, pour tenter de la déculpabiliser et de lui remonter le moral. Après un long moment de pleurs et de consolation, Eva fut conduite chez elle, ce qui permit à Miala de connaître le faubourg dans lequel vivait son ami. Elle lui remit une somme de 20 000 francs avant de prendre congé d'elle. Bien qu'il l'eût voulu, l'opportunité ne se présenta pas à Miala de parler de Yeo et de sa grossesse. Elle le ferait à un moment plus propice, se dit-elle sur le chemin de son retour à domicile. La guerre. Après la guerre, les multiples tombeaux, bavards comme des panneaux, dans le décor des routes nationales, mettent à nu notre instinct animal. Qu'ils sont innombrables ces trous béants, où dorment ivres des cadavres plaignants, d'hommes et de femmes en larmes, arrachés par l'horrible soufflet des armes. Ils sont à plaindre, ces pauvres rescapés, se consumant à petit feu, tels des damnés. Ces âmes qui, épargnées des balles rapides, sont lâchées aux dunes des déserts arides. Il n'y a que des vaincus à l'heure du bilan. La victoire n'est qu'illusion dans le temps. Notre espèce se met en voie de disparaître. C'est l'unique gloire qui peut s'admettre. Qui es-tu, infime créature, minable humain? Toi dont je plains l'éphémère destin. Pour éteindre des âmes, leurs lampions, sur l'autel sanguinolent de tes ambitions. Alors, que dire? Je crois que vous avez choisi des extraits qui résument l'ouvrage. Notre premier intervenant a essayé de décrire un peu la souffrance que la famille Touré a vécue, a subi de par les mutins, ce que les rebelles ont fait subir à la famille. Et puis, notre ami ici a parlé de... Voilà, le message envoyé par Rodrigue. Rodrigue, donc, qui est l'un des fils de la famille Touré, qui a dû s'enrôler malgré lui-même dans la rébellion, qui a pris des armes, pour dire aussi que parfois certains prennent des armes contre leur gré. C'est juste un instinct de survie qui les emmène à prendre des armes. Et notre ami à côté a choisi l'extrait qui parle de l'échange entre Miala et son amie, Eva, qui, du fait de la situation misérable qui était la sienne, a dû se prostituer. Et cette prostitution a causé la mort de son père qui s'est suicidé. Et le dernier intervenant a récité un poème que Miala a écrit pour résumer un peu la situation de la crise. Pour dire que, au final, lorsqu'il y a des conflits armés, finalement, il n'y a pas de gagnant. Parce que même ceux qui ont survécu, ils ont survécu parce qu'ils n'ont pas pris de balles. Mais ils prennent des balles qui font parfois beaucoup plus mal que les balles qui sortent des fusils. Ça a été le cas de la famille Touré. Ils ne sont pas morts du fait des armes qui crépitaient, mais ce qu'ils ont vécu aussi peut s'apparenter à la mort. Voilà, donc vraiment bravo à vous. Je vois que vous avez pris vraiment des extraits qui résument ce roman sur l'autel des ambitions. Voilà, maintenant, si vous le permettez, peut-être on peut passer à la phase des questions. Et puis, je me prête volontiers à cet exercice. Donc, Monsieur Goïta Fangui, ici au Sénégal, parmi les 3 thèmes, parce que dans le livre, j'ai vu comme l'humiliation, l'imposture, l'anarchie. Ici au Sénégal, lequel de ces 3 devrait bénéficier d'une meilleure approche? Alors, vous me permettrez peut-être de ne pas trop m'aventurer sur ce chemin-là. Je préfère qu'on se centre peut-être sur l'ouvrage
Et le scénario de l'ouvrage a été construit au niveau de mon pays d'origine, de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais qu'on se centre là. Je ne voudrais pas trop me prononcer sur la situation du Sénégal. Voilà. Maintenant, vous, en tant que des jeunes, à la lumière de ce que vous aurez lu dans le roman et à la lumière de ce que je pourrais vous dire, je vous laisserai le soin de vous-même faire le parallèle et de trouver la réponse à votre question. Est-ce vraiment l'amour qui est poussé Miala à avoir une relation avec Monsieur Yeo, le mari de la meilleure amie de sa mère? C'est une question, je crois que c'est à vous de répondre à la question. Moi, en tant qu'auteur, j'ai retracé un certain nombre de contextes, un certain nombre de situations. Il y a des situations qui ont poussé, qui ont favorisé le rapprochement entre Miala et M. Yeo. Alors, est-ce de l'amour? Je voudrais que vous-même vous reteniez cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que le fait qu'elle ait changé de situation par rapport à la situation dans laquelle elle est avec ses parents et la situation dans laquelle elle a été quand elle a été dans la famille Yeo, l'a peut-être poussé à avoir une relation avec M. Yeo pour avoir une meilleure situation de vie. Oui, ça peut s'entendre sous cet angle. Mais ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'amour, il faut faire le parallèle. L'amour est comme une plante. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer l'amour, l'amour peut naître, l'amour peut grandir, l'amour peut mourir. Voilà. Maintenant, je veux dire, l'amour ne naît pas de la même façon d'une personne à une autre. Donc, dans la situation de Miala, peut-être que tout est parti d'une situation particulière, mais dans le roman, par la suite, on a senti que ce sentiment-là, progressivement, s'est mué en amour et cet amour est allé grandissant. Mais peut-être qu'à l'origine, il n'y avait pas peut-être ce type d'amour dont vous parlez. Mais il faut savoir que l'amour peut se construire. Deux personnes peuvent se mettre ensemble sans que ce soit de l'amour très fusionnel. Mais avec le temps, avec la compréhension, avec le temps, cet amour peut aller grandissant. Donc c'est certainement ce qui a été le cas pour la jeune Miala. Le lendemain de ses 18 ans, Miala a subi plusieurs choses. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a connu les affres de la vie. Elle qui au début de l'œuvre parlait de l'indépendance et du fait qu'elle serait heureuse de passer à la vie adulte. Et quand on voit ce qu'elle vit dans l'œuvre, est-ce que ce n'est pas une façon de parler du passage à la vie adulte? Du fait des pensées joyeuses qu'on a quand on est encore jeune, des idées qu'on a, puis après de la sombre réalité qui vient plus tard. Ça peut se voir sous cet angle-là. Effectivement, Miala a fêté ses 18 ans, donc elle voyait la vie en rose. C'est une famille, hein. Il n'y a pas qu'elle, hein. Elle et ses frères avaient de grands projets. Les uns voudraient être pédiatres, Miala rêvait d'une carrière de diplomate. Mais au lendemain de son anniversaire, il y a eu donc cette guerre qui a explosé et qui a fait basculer la vie de sa famille. C'est aussi dit que malheureusement la vie est parfois ainsi. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous voulons, il y a les rêves que nous chérissons, mais parfois nous sommes confrontés à des réalités de la vie. C'est-à-dire que la réalité est parfois différente du rêve. Donc c'est peut-être ce que Miala a dû éprouver, hein, a dû réaliser, que les rêves effectivement peuvent parfois être différents de la réalité. J'aimerais savoir la situation que vivent les populations, les déplacés de guerre. Madame, est-ce que ce sont les réelles situations que vivent tous les pays, la façon dont ils sont traités, comment? Est-ce que ce sont les traitements que subissent toutes les populations qui sont en proie au pays à la guerre? Alors, je vais parler du cas que je connais, c'est le cas qui est évoqué dans ce roman. Peut-être qu'on devait commencer par là. C'est un roman qui a été fortement inspiré de faits réels, de faits vécus. Vous voyez, donc j'ai moi-même été victime un peu de la crise qu'a connue mon pays, et c'était en 2002. Et donc, la plupart des souffrances qui ont été relatées dans l'ouvrage ont été des souffrances vécues.
par des souffrances vécues par des gens que j'ai vus. Donc, c'est des situations dans lesquelles j'ai été témoin, des personnes que je connais plus ou moins, directement ou indirectement. Donc, je dirais oui. C'est de vous dire que quand il y a une situation de guerre dans un pays, les différentes souffrances que les personnages dans le roman ont vécues, ce ne sont pas des souffrances fictives, hein. Ce sont des souffrances réelles. Des personnes qui mangeaient à leur faim se retrouvent du jour au lendemain sans avoir de quoi manger. Des enfants qui allaient à l'école, qui étaient brillants, se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Il n'y a plus de moyens pour qu'ils aillent à l'école. Des personnes qui, moralement, étaient exemplaires, se retrouvent après dans la rue à être des voyous ou même à se jeter dans la prostitution. Donc, ce sont des réalités, effectivement, qui sont vécues dans les pays qui connaissent des situations de guerre. C'est pour cela que vous, en tant que jeunes, c'est des éléments que vous devez intégrer et faire en sorte, parce que vous êtes l'avenir de demain, vous devez faire en sorte que, quelles que soient les divergences qui peuvent subvenir entre vous, il faut faire en sorte à pouvoir dialoguer et à trouver des consensus, à s'entendre. Parce que dès qu'on rentre dans des situations de guerre, des situations de conflit, on ne maîtrise plus. Les conséquences d'une guerre ne sont pas que les morts que nous voyons. Parce que généralement, quand il y a une guerre, quand on parle de bilan, on parle des victimes. Non, il y a eu 1000 morts, il y a eu 500 morts, mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mortes, mais qui vivent des souffrances terribles. Et ces personnes, en général, on ne fait pas attention à elles, alors qu'elles existent bien. Donc, c'était un peu le message qui est véhiculé à travers ce roman-là. Donc, je dis oui, les souffrances vécues par les personnages sont des souffrances qui se vivent réellement dans les pays en situation de conflit. La mort de Hadja était-elle nécessaire à la continuité de l'histoire? Écoutez, je sais que les gens ont souvent tendance à reprocher aux auteurs qu'ils aiment beaucoup tuer leurs personnages et tout ça. Dans le roman, elle est morte. Est-ce que c'était nécessaire à la continuité de l'histoire? Est-ce qu'il aurait pu avoir une autre issue? C'est le choix de l'auteur. J'ai fait le choix, en fait, de terminer l'ouvrage sur une note de tristesse. Parce que c'est un ouvrage qui veut montrer les effets néfastes de la guerre. Alors, si le lecteur finit le roman tout heureux, en souriant, le message ne serait pas bien passé. Donc, l'idée c'était de terminer cet ouvrage sur une note de tristesse pour comprendre les effets néfastes de la guerre. Voilà. Monsieur, dans un des chapitres, le chapitre numéro 4, j'ai vu une discussion entre Moïse et Félix. Dans cette discussion, ils ont évoqué le fait que les jeunes doivent lever des armes pour pouvoir se faire entendre. Donc je voudrais savoir, est-ce une raison valable de faire la guerre pour qu'on entende son opinion ou qu'on choisisse de faire ce que vous voulez? D'accord. Alors, effectivement, dans le paragraphe en question, les deux amis qui discutaient, ils n'ont pas incité les jeunes à se faire entendre par les armes. C'est bien le contraire. Ils déploraient la situation du pays. Ils déploraient la surdité qui a existé entre les protagonistes parce que la crise est partie d'une mésentente politique. Donc, Moïse et Félix ont déploré le fait que les gens en soient arrivés jusqu'à prendre des armes pour pouvoir se faire entendre. Parce qu'ils estiment que ce n'était pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Quand on est citoyen d'un même pays, quels que soient les clivages, quelles que soient les oppositions, on doit pouvoir se surpasser pour régler le problème sans en arriver aux armes. Donc, c'est bien de cela qu'il s'agit donc dans ce paragraphe-là. Et c'est dommage que dans certains pays, les gens soient cantonnés, soient bloqués, soient fermés, de sorte à ce que certains sont obligés de se faire entendre en prenant des armes. Donc, c'est ce que dénoncent les deux amis dans le paragraphe que vous évoquez. Au début du livre, vous avez cité une citation de Martin Luther King. Et je voulais savoir quel est le rapport qu'il y a
cette citation par rapport à l'histoire du livre? Oui, il y a un lien étroit entre cette citation de Martin Luther King que j'ai reprise en début d'ouvrage qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots. » Vous voyez que dans le roman, c'est parce qu'il y a des citoyens d'un même pays qui n'ont pas réussi à s'entendre, à vivre ensemble comme des frères, qui sont arrivés à la guerre, en train de s'entretuer. Parce qu'il y a des morts de part et d'autre. Ça veut dire quoi? Que si vous n'arrivez pas à vous entendre, de manière à vivre ensemble comme des frères, mais vous allez vous tuer, vous entretuer comme des idiots. C'est pour ça que cette citation introduit l'ouvrage, parce que cette citation résume, de mon point de vue, le contenu de ce roman. Pour la question que je vais poser, j'aimerais lire cet extrait dans le livre. La Côte d'Ivoire était un pays béni. La situation ne pouvait en aucun cas dégénérer. Elle ne pouvait que se solder par une accolade entre des ennemis de circonstance qui n'étaient rien d'autre que des frères de même nation, une et indivisible, conclut le professeur d'histoire. Vers la fin du livre, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé. Les rebelles se sont entendus avec le gouvernement et ils ont pu faire la paix. Mais quand on sait ce qui se passe du côté du gouvernement, les corruptions et tous les abus de pouvoir qu'il y a, et ce que rapportait Rodrigue du fait que les chefs rebelles ne pensaient qu'à s'enrichir et étaient égoïstes, est-ce vraiment une bonne chose cette alliance, cette accolade comme l'a dit le professeur d'histoire? Au final, il y a eu la paix, mais est-ce qu'elle sera durable? Voilà, il y a eu la paix à la fin, mais à quel prix? Vous voyez que des personnes qui au départ ne voulaient pas s'entendre, une fois qu'on finit de s'entretuer, on finit toujours par s'asseoir et par s'entendre. Alors, si on finira tôt ou tard un jour par s'entendre, pourquoi ne pas faire l'effort de s'entendre dès le début? Pourquoi attendre qu'il y ait tant de morts, tant de familles déchirées, tant de souffrances avant de s'entendre? Parce que c'est ce qui se passe en réalité dans tous les pays qui connaissent des conflits. Au départ, chacun est fort, chacun est cantonné sur sa position, les gens s'affrontent, il y a des dégâts, il y a beaucoup de choses. Mais à la fin, il y a toujours un médiateur qui va venir, et puis chacun comprend qu'il faut se calmer. Ils finissent toujours par se calmer. Ils finissent toujours par se faire des accolades, comme c'est arrivé dans le roman. Mais c'est aussi une façon pour moi d'apporter un message à la jeunesse que vous êtes. Parce que parfois, il y a des leaders qui sont opposés. Les jeunes, là, les suivent, les jeunes s'entretuent, tout ça. Mais après, ceux qui sont au sommet, ils vont signer des accords. Vous verrez qu'à la fin du roman, à la fin, ils ont signé des accords, ils ont bu le champagne, ils ont fêté, ils sont contents. Tous ceux qui sont morts pour eux sont morts gratuitement. N'est-ce pas? Donc, c'était une façon de dire que, attention, les gens finiront toujours, un jour, par se retrouver, par se prendre en accolade. Il ne faut pas, donc, naïvement détruire son avenir. Il ne faut pas naïvement se détruire soi-même pour ces personnes qui ont des ambitions parfois démesurées. Selon vous, la crise, elle a éclaté parce que le gouvernement ne pouvait pas répondre aux attentes de la population ou parce que les rebelles voulaient simplement une prise de pouvoir? Alors, si vous avez lu vous avez lu l'ouvrage, le sujet a été bien planté. Hein. Il y avait juste un problème de citoyenneté. À un moment donné, pour des raisons politiques, on a commencé à sectariser la population. Certains disaient, nous sommes les vrais citoyens. Vous n'êtes pas les vrais citoyens. Et il y a certains, ça existe dans beaucoup de pays. Il y a des ethnies qui se croient supérieures à d'autres. Il y en a qui pensent que c'est eux qui doivent diriger, les autres ne doivent jamais diriger. C'est comme ça que ça s'en va et ça crée des clivages. Donc c'est pour dire que quand vous êtes citoyen d'un même pays, vous êtes égaux. Quelle que soit la religion, quelle que soit l'appartenance ethnique, quelle que soit l'appartenance politique, vous êtes égaux. Vous avez donc les mêmes droits. Donc, dès que dans un pays, on commence à classifier les gens, on trouve que certaines ethnies sont inférieures, certains groupes sont inférieurs à d'autres,
ça peut conduire, comme dans le cas du roman, ça peut conduire donc à des conflits et à la guerre. Ça veut dire que dans un pays, il faut faire donc cet effort-là d'accepter l'autre malgré ses différences. Accepter que cette personne est comme vous. Vous n'avez pas plus de droits que cette personne-là et cette personne n'a pas plus de devoirs que vous. Voilà le message principal donc, qui est véhiculé donc, à travers l'histoire du roman. Quel personnage de votre œuvre avez-vous pris du plaisir à écrire et à développer tout au long de l'histoire? C'est une question difficile, hein, parce que par rapport au message que j'ai voulu faire passer, chaque personnage dans le roman a eu un rôle important. Et donc c'est la combinaison de leurs actions donc, qui ont permis donc, de construire l'histoire et de faire véhiculer le message. Alors, quel personnage? Je dirais, donc c'est une question difficile. Mais bon, vous verrez qu'en général, le personnage principal est beaucoup mis en avant. Beaucoup mis en avant, on évoque beaucoup plus son histoire, son vécu, tout est centré autour du personnage principal. Et d'après vous, le personnage principal de l'ouvrage, c'est qui? C'est ce joueur entre... Miyala. Oui, Miyala. Voilà, donc l'histoire a été construite autour d'elle. Donc l'auteur que je suis a dû dire beaucoup plus de choses sur Miyala, mais je dois dire que chaque personnage dans le roman a été important pour moi parce que chaque personnage a participé au scénario. Avant tout, avant de poser ma question, j'aimerais faire une petite intervention. Allez-y. Sur le fait que de nombreux jeunes aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en fait, ici on a perdu nos valeurs en fait. Parce que le fait de lever son arme, de le pointer sur une personne ou de contraindre une personne à faire ce qu'elle ne veut pas, c'est une personne qui n'a plus de valeur. Où est passée la solidarité ? Où est passé l'amour, le respect de l'opinion d'autrui? Il y a des conflits politiques. Qu'est-ce qui l'amène? Le non-respect de l'opinion d'autrui. Pourquoi ne pas s'asseoir sur une table, parler, discuter? On est des personnes, pas des animaux. C'est notre conscience qui nous différencie. Mais parfois, les actes humains, c'est comme si nous étions des chevals qui sont en train de courir dans la brousse. Ou encore des lions qui sautent sur des lièvres. En fait, on a perdu toutes nos valeurs. Voilà. Donc, ma question, c'est que l'égalité est-il possible dans une société anarchique? L'égalité entre les hommes. L'égalité des droits humains. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle, pour votre intervention. Déjà, ce que vous avez dit, avant de poser la question, je partage entièrement. C'est d'ailleurs l'un des fondements de cet ouvrage-là. Cet ouvrage vise à promouvoir la paix, vise à promouvoir le dialogue, vise à promouvoir l'entente entre des citoyens d'un même pays. Alors, malheureusement, vous voyez, le titre du roman, c'est « Sur l'autel des ambitions ». Malheureusement, tout part des ambitions, parfois démesurées des uns et des autres. Vous voyez que le conflit dans le roman est né du fait qu'il y a des personnes qui avaient des ambitions. Et pour atteindre ces ambitions-là, sont passées par tout ce qu'on a décrit dans l'ouvrage. Ils ont dû sacrifier des vies. Ils ont dû sacrifier des vies dans l'objectif d'atteindre, de réaliser donc leurs ambitions. Est-ce qu'on doit promouvoir cela? Non. Moi, je dis non. Donc, je suis d'accord avec vous. Nous sommes des humains. Nous devons vivre comme des humains et pas comme des animaux. Nous devons donc nous accepter mutuellement. Et l'égalité, je ne suis pas pessimiste, je pense que l'égalité que nous prenons est possible. Est possible, chacun de nous doit s'y mettre. Nous, les auteurs, nous développons donc ces genres de thèmes dans nos ouvrages pour faire passer le message. Vous aussi, dans vos environnements respectifs, vous devez d'abord être l'exemple. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens suivent votre message, il faut que vous-même vous donniez l'exemple. Vous devez être tolérant envers vos amis. Vous devez accepter
que votre ami soit différent de vous, qu'il ne pense pas comme vous. Il faut accepter déjà cela et comme une tache d'huile, vous allez impacter progressivement votre environnement. Donc on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours se battre pour promouvoir donc, cette égalité, la cohésion entre les humains parce que nous ne sommes pas des animaux. Et même les animaux, parfois, s'entendent. Hein. Parfois, il y a certaines races d'animaux qui, de par leur vie, peuvent vous donner des exemples à l'humanité. Encore une petite chose, excusez-moi. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, le truc, c'est que ceux qui sont au pouvoir, je détiens le pouvoir, il y a une citation de Jean de Baïf qui dit du bâton que l'on tient, on est souvent battu. Donc, ceux qui détiennent le pouvoir doivent savoir que tôt ou tard, d'autres personnes prendront la même place qu'eux. Et ce qu'ils font vivre aux autres, ils vont le vivre. François Rabelais a dit « Ce que tu auras fait à autrui, sois certain qu'autrui te le fera. » Donc, il faut qu'on revoie nos actions. Merci. Pourquoi avez-vous choisi le titre sur l'autel des ambitions? Parce que quand on lit le livre, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition dégagée à l'intérieur du livre. Bon, je ne partage pas totalement votre avis parce que le conflit qui est décrit dans l'ouvrage est né de quoi? Est né du fait que certaines personnes ont des ambitions. Il y en a qui ont pour ambition de conserver le pouvoir. D'autres ont pour ambition d'aller conquérir ce pouvoir-là. Donc, il y a ceux qui veulent le conserver, il y a ceux qui veulent le conquérir. Donc, c'est vrai que ça n'apparaît pas de manière très explicite, mais subtilement, en fait, c'est ça. Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'autel. L'autel, dans toutes les religions, c'est là où on fait les sacrifices. Vous voyez, quand on veut faire un sacrifice, quand on veut tuer un poulet, etc., ça, c'est sur l'autel. Donc, le roman, en fait, veut dire que sur l'autel de leurs ambitions, ils ont sacrifié. Et ils ont sacrifié quoi? Ils ont sacrifié l'avenir de beaucoup de gens. Ils ont sacrifié la vie de beaucoup de gens. Voilà pourquoi ce titre a été choisi, parce que pour moi, il est évocateur. Pour moi, il est évocateur et il explique un peu l'origine donc, de tout ce qui est retracé dans le roman. Je voulais vous demander, selon vous, qui est réellement responsable du malheur de la famille Touré dans le livre? Qui est responsable du malheur de la famille Touré? Ben, je ne sais pas. Mais je sais que c'est la guerre qui est à l'origine de leur malheur. Parce que quand il n'y avait pas la guerre et que le pays était en paix, la famille était heureuse. La famille n'avait aucun problème. C'est la guerre qui a créé leur malheur. Maintenant, vous me direz qui est à l'origine de la guerre. Mais je ne peux pas indexer une personne précise, mais dans le roman, toujours est-il que c'est l'ensemble de la classe politique, tous ceux qui, de par leurs ambitions, n'ont pas réussi à s'entendre et en sont arrivés jusqu'au conflit armé, c'est eux qui sont responsables. Donc, c'est vous dire que la paix est importante. Vous voyez que dans un pays, quand il y a la paix, vous n'en mesurez pas l'importance. Mais quand il y a la guerre, c'est là que vous vous rendez compte que vous étiez dans un paradis. C'est là que vous mesurez que la paix n'a pas de prix. C'est pour cela que on doit contribuer à promouvoir la paix partout où nous passons. On doit promouvoir la paix parce qu'il n'y a que dans la paix que vous pouvez étudier. S'il y a la guerre, vous ne pourrez plus étudier. Il n'y a que dans la paix que vous pourrez travailler. S'il n'y a pas dans la guerre, vous ne pourrez pas travailler. Vous ne pourrez réaliser vos projets, vos ambitions que si le pays vous offre un climat de paix. En ce moment-là, vous pouvez parler de projet.
Mais en situation de guerre, il n'y a plus de projet, on survit. Voilà. Ma question c'est, quel est le rapport entre le rang social et les relations familiales? Car lorsque Félix Touré et sa famille sont arrivés à la capitale, aucun parent ni ami n'a voulu les accueillir dû à sa situation. Oui, ce sont les réalités du monde. Vous-même, je ne sais pas, vous êtes dans quelle classe, mais si vous venez à l'école, le jour où vous avez beaucoup d'argent sur vous, vous avez un téléphone de grande marque, vous venez avec une PlayStation, vous allez voir que tous les amis vont s'agglutiner autour de vous. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est comme ça la réalité de la vie. Lorsque la famille Touré était aisée, lorsque cette famille était heureuse, lorsqu'elle n'avait pas de problème, mais ils avaient des amis. Mais quand ils se sont retrouvés en situation de misère, en situation de déchéance sociale, mais ils n'ont vu personne. Ils n'ont vu personne leur apporter le moindre soutien. Et ça, c'est des leçons de vie qu'il faut savoir. Il faut savoir que tous ceux, je ne dis pas eux tous, mais il faut savoir que tous ceux qui, dans les situations d'aisance, tournent autour de vous, tous ne sont pas forcément fiables. C'est dans les difficultés que vous saurez qui sont vos vrais amis. Parce que les vrais amis restent en difficulté. Pourquoi avez-vous décidé de laisser Frédéric Nianier, qui était censé être condamné par ses crimes, d'avoir causé la mort de Adja, d'avoir divulgué des informations qui étaient censées être personnelles à la rébellion armée. Donc, par ce personnage, voulez-vous montrer que le fait que tous les personnes ayant le pouvoir ou étant classées très haut hiérarchiquement finissent toujours par gagner malgré les crimes qu'ils ont commis? D'accord, je vois votre question. Non, effectivement, Frédéric Nianier, qui était, on va dire le mot, qui était malhonnête, oui. Qui, en situation de crise, jouait dans les deux camps. C'est-à-dire qu'il était avec à la fois le parti au pouvoir et puis en cachette, il traitait avec la rébellion. Au final, ce monsieur est devenu ministre. Non, le message en fait que j'ai voulu faire passer, c'était surtout pour dire que tous ceux qui parfois occupent des hautes fonctions ne sont pas forcément tous des exemples. Ils ne sont pas forcément tous des modèles. Donc, il faut arrêter de les envier. Parce que certains parviennent à ce niveau-là par de mauvaises voies. Certains le font à force de travail. Mais d'autres, c'est vraiment par la magouille, par la roubladise, par la méchanceté, par la malhonnêteté qu'ils parviennent à ce sommet-là. Donc, Frédéric Nianier n'est pas un exemple. C'était surtout ce message que j'avais voulu faire passer. C'est pas donc pour dire que non, ces personnes finissent toujours par... Non, c'est surtout pour inviter la jeunesse à dire, ils sont pas toujours des exemples. Et malheureusement, la société fonctionne comme ça. Il y a certains qui arrivent à parvenir au sommet en faisant des choses qui ne sont pas catholiques. Voilà. Alors, merci. Donc, ceci dit, je voudrais dire merci donc, à vous, chers élèves, d'avoir découvert l'ouvrage et puis pour les questions pertinentes que vous avez posées. J'espère que le message que moi, en tant qu'auteur, j'ai voulu faire passer à travers cet ouvrage, j'espère que ce message, vous l'avez perçu et que ce message-là va impacter votre vie au quotidien, c'est-à-dire accepter que dans votre pays, tous les citoyens sont égaux. Vous n'êtes supérieur à personne. Vous devez accepter des personnes qui pensent pas forcément comme vous. Il faut accepter la différence d'opinion, la différence dans les croyances religieuses, la différence dans les appartenances politiques. Vous devez aussi comprendre que quand il y a des situations de mésentente, il faut toujours tout faire pour régler les problèmes par le dialogue.
Il ne faut pas arriver à des conflits armés de surcroît, parce que les situations de conflit n'arrangent personne. Au final, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des vaincus. Voilà. Donc, je vous remercie à nouveau pour ces échanges. Je dis merci également à la direction du cours Sainte-Marie de Anne pour cette opportunité qui m'est donnée d'échanger avec les élèves sur les ouvrages. C'est une initiative que j'encourage et que je soutiens vivement. Je vous remercie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Goïta-Fangui, on vous remercie pour votre présence et le développement de vos arguments. Et chère jeunesse et chers élèves, je vous conseille vraiment de lire L'Hôtel des Ambitions pour votre développement intellectuel et pour aussi votre développement social. Donc, merci beaucoup.